Bonjour Nadine Touzeau et Bruno Roy-Henry, je suis ravie de vous accueillir sur Tribune Libre. Vous avez énormément de choses à nous apprendre sur le plan historique et sur le plan de la propagande historique. Cher Bruno Roy-Henry, j'aimerais savoir quel est votre parcours étudiant et puis professionnel. Alors, je suis juriste de formation. J'ai été un temps fonctionnaire des finances, après avocat. Et puis, j'avais une vocation d'écrivain, me semble-t-il, notamment par rapport à l'histoire. Et j'ai souhaité enquêter sur les grands mystères de l'histoire de France. Et principalement sur ce qui concernait Napoléon, ses fins dernières, et puis tout ce qui tourne autour de la légende impériale. D'accord. En tant qu'étudiant, vous avez donc fait du droit, étudié le droit. J'ai fait du droit. Dans ce cadre-là, j'ai fait aussi l'histoire des institutions. Ça m'a quand même affermi dans ma vocation d'historien, si j'ose dire, même si je n'ai pas une formation classique d'historien au sein de l'université. D'accord. Et une des périodes qui vous a passionné le plus, c'est le Premier Empire. Bien entendu. Vous avez écrit des livres à ce propos. Oui, beaucoup de manuscrits qui n'ont pas été édités. Sur la flottille de Boulogne, par exemple, ou la campagne de Russie. Mais j'ai principalement écrit sur le séjour de Napoléon à Sainte-Hélène et le fait de savoir si, autour de son décès, ensuite, si c'est bien lui qu'on a ramené en 1840 de cette île anglaise. Donc ça, nous allons en parler ultérieurement. J'ouvre une parenthèse, vous avez écrit un livre sur Vidocq, je crois. Aussi, oui, j'ai enquêté sur ce personnage un peu mythique qui a été mis à la mode récemment par plusieurs films. Et c'est un personnage surprenant, attachant, truculent, si j'ose dire, et qui peut-être aussi était au courant de pas mal de choses, de mystères, et il y a intérêt à fouiller dans les archives de la police pour essayer d'en savoir davantage. D'accord. Vous êtes un enquêteur, on peut dire, d'une certaine manière. En tout cas, vous aimez fouiller dans les tiroirs de l'histoire. Absolument. Aidé par Nadine Touzeau, qui a un savoir et un savoir-faire, je crois que c'est comme ça que vous êtes connu, autour de l'affaire du masque mortuaire, qui, moi, me passionne et m'intrigue. Est-ce que vous pourriez nous raconter cette affaire? Alors, c'est une longue histoire, cette histoire du masque mortuaire de Napoléon, puisque dès le départ, c'est ce qu'on a appelé le masque Antomarchi qui est apparu au public en 1833 et qu'un comité bonapartiste à l'époque a présenté comme le masque authentique de Napoléon. Alors il y a toujours eu beaucoup de défiance et de suspicion par rapport à ce masque parce que à l'époque, les compagnons de Napoléon, enfin ceux qui l'avaient connu, pour certains, ont été très surpris, ça ne correspondait pas du tout à la physionomie de l'empereur. Et au fond, d'ailleurs, Antomarchi a très peu vendu ce masque en France. Il a été attaqué de divers horizons, et si bien qu'il a quitté la France assez rapidement pour se réfugier plus tard à Cuba. Néanmoins, l'objectif, c'était certainement d'en faire un objet de propagande auprès des foules, pour donner une belle image de l'empereur, le héros d'Arcole, en quelque sorte, qui aurait vaincu la mort et qui, au-delà des destinées tragiques que l'on connaît, eh bien, se présenterait encore comme un visage parfaitement conservé et tout à fait héroïque. Le problème, c'est que ça ne correspondait pas au vrai Napoléon, et moi, personnellement, ça m'a toujours interloqué, jusqu'à ce qu'effectivement, je comprenne que peut-être il était possible qu'il y ait une relation avec le mystère de Sainte-Hélène et éventuellement la substitution du corps de Napoléon. Mais il y a une affaire du masque mortuaire dès le départ parce que beaucoup de spécialistes, de gens divers, ont contesté l'authenticité de celui qu'on appelle le masque Antomarchi, qui a été fait par le docteur Antomarchi et qui ne correspond pas à la réalité. La réalité et l'authenticité, à mon avis, c'est plutôt celui-ci, celui qu'on appelle le This Mask of Napoleon. Pourquoi? Parce que son existence officielle a été établie le 5 août 1939. On parle de ce masque dans le Daily Mirror et dans le Times. Et évidemment, comme la guerre de 39-45 s'est déclarée très vite,
ce masque, il est tombé dans l'oubli, mais il était exposé à Londres, dans un musée prestigieux de Londres, attaché et reconnu par la cour royale d'Angleterre. Donc c'est dire si tout de même ça avait une certaine crédibilité. Alors, plus tard, après-guerre, c'est le baron de Vos qui a fait connaître le This Mask of Napoleon, en expliquant que c'était un masque d'une excellente qualité, qui était particulièrement bien réussi, sauf que ça n'est pas le masque de Napoléon, et il avançait que ça ne correspondait pas du tout au visage de celui-ci. Pourquoi? Parce que d'un autre côté, le baron de Vos avait acheté en Angleterre une autre version de ce masque marquis et voulait lui aussi essayer de transmettre ce masque aux institutions françaises, moyennant finances, évidemment. Donc, tout l'establishment, je dirais, de l'époque s'est rangé derrière l'opinion du baron de Vos pour écarter le This Mask of Napoleon, qui était présenté comme tel par les Anglais, et même ils ont insisté pour que ces derniers retirent de l'exposition à Londres le fameux masque en question. Voilà. Alors c'est pourquoi j'ai voulu m'y intéresser de plus près, et j'ai constaté que lorsqu'on fait des comparaisons avec les membres de la famille de Napoléon, notamment ses deux enfants naturels, qui sont d'une part le comte Alexandre Walewski et le comte Léon, eh bien, dont on a les photos. Lorsqu'on fait des surexpositions, des morphings, des comparaisons avec ceci, on s'aperçoit qu'il y a une très grande proximité et une très grande ressemblance. D'autant que, notamment avec d'autres portraits de Napoléon, surtout sur la période tardive, on a une proximité évidente entre ce masque et puis la physionomie telle qu'elle résulte de certains portraits. Alors pas tous, parce qu'évidemment, l'argument de ceux qui réfutent notre position, c'est de dire « Ah mais vous avez des portraits de Napoléon très jeunes, sur la bataille d'Arcole, premier consul, et c'est beaucoup plus proche du masque Antomarchi. » Mais je suis désolé, je pense qu'il faut partir du réel, pas seulement des œuvres artistiques, il faut aussi aller vers ce que l'on sait de la famille de Napoléon, et je crois qu'à cet égard, les comparaisons avec les photographies de ses fils naturels sont indéniables. Donc déjà, il me paraissait difficile de contester son authenticité. Alors, pour en savoir définitivement plus, je suis parvenu à confier au professeur Lucotte, qui est généticien, qui est le plus aîné de la génétique en France. Je lui ai confié le dit masque pour qu'il en fasse une analyse fouillée, et notamment en examinant de plus près ce masque, il est apparu qu'il y avait des poils qui étaient dessus. Il les a donc prélevés, notamment au niveau de la région entre les sourcils, et il s'est avéré que l'ADN contenu dans ces poils correspondait bien à la séquence ADN mitochondriale de la mère de Napoléon ainsi que de celui-ci. Il est donc peu douteux que maintenant l'authenticité de ce masque soit prouvée scientifiquement. Quel est le rapport qui est là-bas? Alors, effectivement, vous avez l'image, les analyses qui ont été faites par le professeur Lucotte dans son rapport. Et je vois mal comment maintenant on pourrait considérer que... Lucotte, il s'agit de... Gérard Lucotte. Oui. Gérard Lucotte, qui était professeur à l'université et qui est un des pionniers de la génétique en France, qui par ailleurs a été contesté parce qu'il a mené des études sur le linceul de Turin, donc ce qui l'a marginalisé quelque peu probablement. Et si bien qu'évidemment, les turiféraires de la vérité classique, historique et conventionnelle le prennent pour quelqu'un de moins crédible. Mais la génétique, c'est la génétique, et il n'y a pas de lieu de douter des résultats qui sont faits à cet égard.
Très bien. Et je crois qu'à ce moment-là, vous avez aussi fait appel à une profiler, ici présente. Absolument. Ensuite, j'ai contacté Nadine pour qu'elle se penche sur la question, parce que son objet qui était d'aborder l'histoire avec le profilage, ça m'a paru très intéressant. Et il m'a semblé utile de lui proposer de se pencher sur cette énigme, en quelque sorte, compte tenu de son histoire, de son profil et de son travail. Et ainsi, elle est parvenue aux mêmes conclusions que moi, avec des outils, des concepts différents, mais qui, en somme, viennent consolider mon travail. Et quels sont ces outils, Nadine, toujours? Le profilage, les sciences du comportement. Donc en fait, oui. Soit j'explique maintenant, soit j'explique plus tard ce que j'ai vu de différence entre les deux masques. Mais concrètement, chaque être humain est unique. Chaque profil est unique. Vous pouvez avoir des tripes et des quintuples, ce sera 3 ou 5 personnes différentes. Il y aura toujours des différences d'une manière ou d'une autre. Donc l'idée dans le profilage, dans le réel, des personnes que l'on voit, c'est de faire le profil des personnes précisément, d'être capable de dire à qui j'ai affaire exactement. Je suis réputée internationalement pour le faire également sur photo. On peut aussi profiler une pièce vide. Hein. On ne profile pas que des individus et que sur des photos. Mais étant réputée aussi là-dessus, je pense que c'est comme ça que tu m'as connue. Absolument, oui, bien sûr. Et de se dire, pourquoi pas les masques mortuaires. Donc quand il m'a contacté, à l'époque on ne se connaissait pas beaucoup, même pas du tout. Je connaissais un peu sa réputation, puisque moi-même passionnée du Premier Empire, je connaissais ses livres. Et donc je me suis dit, j'ai jamais fait de masque mortuaire, envoyez-moi 2 photos, je regarde par email, il a fait cela, parce que j'ai jamais fait ça en fait. Même si je fais du profilage historique sur des tableaux, où je remets en cause l'histoire du tableau par exemple, où j'essaie de définir quelle est la vraie posture, quel est le vrai comportement de la personne sur le tableau, donc ça remet un petit peu d'équerre certaines vérités ou pas de vérité. C'est en fait le profilage au service de l'histoire. J'ai accepté la mission qui a été de vérifier, donc je lui ai dit, il n'y avait aucune influence, rien du tout, hein, même si j'avais entendu parler. Au départ, d'ailleurs, j'avais même pas indiqué qu'il s'agissait de Napoléon. Oui, c'est vrai, exact. Vous-même tout de suite. Voilà, et donc on a de suite, il m'a de suite envoyé des photos, j'ai fait donc le rapport qui est dans mon livre d'ailleurs, qui clôture mon livre Profilage historique, donc c'est une série de livres, c'est le premier, hein, qui est sorti pour le bicentenaire de la mort de Napoléon, il y a 2 ans. Et ça, c'est le tout premier, où je profile également des tableaux de Napoléon, certains tableaux. Je mets en avant, et si l'histoire était juste ou pas, quelle posture et comportement il y avait. Et ces tableaux, justement, nous permettent de voir, jeunes ou pas jeunes, les différences entre ces 2 masques, qui sont quand même notoires et très importantes. Donc concrètement, on étudie je dirais presque tous les signes faciaux et corporels. Donc là, il s'agit du facial. En intégrant un ensemble d'environnements, nous sommes sur des masques mortuaires, donc ils ont été pris en position couchée. Donc ça veut dire que forcément, le visage n'est pas dans la même posture, surtout post-mortem, dans la mesure où souvent tous les muscles se relâchent, il y a tout un ensemble d'éléments au niveau du corps qui se relâchent, donc je n'ai pas forcément toutes les techniques des légistes, mais suffisamment pour voir, et ça se voit bien notamment sur le masque de Napoléon, où on voit une partie en bas au niveau des mains. Je vais mettre mes gants parce que c'est le vrai masque, hein, pour information, qui appartient à Bruno. Et si jamais je faisais un faux mouvement, je ne souhaite pas le toucher. Alors, vous l'avez trouvé comment d'ailleurs? Il y a une précision qu'il convient d'apporter. Oui. C'est le vrai masque, mais en réalité ce n'est pas le masque d'origine. C'est-à-dire que c'est la copie unique qui a été prise sur le masque fait à Sainte-Hélène. Le masque fait à Sainte-Hélène était fait dans un plâtre beaucoup moins fin, sur place, venant de Sainte-Hélène directement. Et arrivé à Londres, les compagnons ont fait tout de suite une copie en plâtre fin, de façon à pouvoir le conserver si, pareil, il y avait une éventualité qui faisait qu'il avait été pris ou détruit. Et on en est resté à seulement 2 exemplaires. Alors ça, on en est à peu près certain parce que, si vous voulez, le masque qui a été fait sur le visage de Napoléon n'était pas en plâtre fin, donc nécessairement celui-ci ne peut être qu'une copie. Et on le voit aussi parce que
manifestement, il est un petit peu plus réduit, si vous voulez, que les mensurations que l'on pourrait supposer au visage de Napoléon. Ça s'explique très bien avec la technique de la prise des masques mortuaires. À chaque fois que vous faites une copie, par le rétrécissement du plâtre quand l'objet sèche, vous avez forcément une diminution minime des dimensions. Donc voilà, là c'est la copie authentique du masque mortuaire de Napoléon. Alors donc on va faire une petite séance de profilage. Oui, absolument, ça nous intéresse. Qui est une des façons de faire au niveau de mon métier, une façon d'exercer mon métier, sachant que c'est différent en fonction du contexte, en fonction de la mission que l'on me demande. Donc concrètement, ici sur ces deux masques, je vais le mettre devant, si vous permettez, parce que je préfère que ce soit plus facile devant. Donc concernant ces deux masques, je me permets de pousser les chaises et tout. J'arrive. Donc en effet, on voit qu'il y en a un qui est un petit peu plus grand que l'autre. Là, ici, on voit quand même quelques bajoux qui tombent, très légèrement. Est-ce que ce sont vraiment des bajoux ou pas? C'est difficile à voir. Par contre, là, on voit davantage. Alors, il faudrait avoir un peu plus de lumière, mais c'est surtout au niveau du cou, où on sent que là, ça tombe davantage. Tu vois, si on regarde dessous, sur les côtés, par exemple, de l'autre côté, on voit un petit peu que ça tombe. Donc, ce qui montre bien que c'est une position allongée, notamment. Et on le voit aussi par rapport aux joues qui sont plus creusées, puisque là, ici, en vieillissant, c'est quelque chose qui marque davantage au niveau avant les zygomatiques. Je ne me rappelle pas du nom ici, à chaque fois je l'oublie celui-là. Concrètement, on voit que ça s'affaisse à ce niveau-là, et donc ce qui montre aussi une position bien allongée. Donc ça, c'est une chose que l'on vérifie tout de suite pour voir si c'est vraiment un masque mortuaire, et si concrètement, on est sur quelque chose de crédible, de tangible. On le voit aussi à d'autres endroits, mais déjà ces deux éléments-là sont un grand indicateur. Ce qui nous marque au niveau de ce masque-là, c'est la pélosité, tant au niveau des sourcils qu'au niveau des cils. Il y a une très très forte pélosité qui est développée, on pourrait presque les toucher, on pourrait presque, ce que je ne ferai pas bien sûr. C'est assez impressionnant ce qu'on ne voit pas sur l'autre masque, qui pourrait être d'une autre qualité, mais qui ne met pas assez en valeur en fait cette pélosité-là. L'autre élément aussi, c'est que c'est un visage qui est assez ovale et rond à la fois, voire carré. Enfin, c'est assez complexe parce qu'il fait ovale comme ça, mais il y a un côté poupon, un côté un peu arrondi, qui correspond bien à tous les tableaux que l'on trouve de Napoléon. Il y a un front très fort surtout. Attends, ça j'y reviens après. Donc là, on voit cet élément-là en priorité. Après, ce qui marque aussi le plus, c'est ces pommettes, que l'on ne retrouve quasiment pas ici. Ici, on a plutôt quelque chose de marqué au niveau de l'ossature du crâne, mais pas au niveau des pommettes. Et les pommettes bien rondes et joufflues. On les voit bien si tu te mets dessus. Oui, elles sont plus saillantes. Elles sont beaucoup plus saillantes, beaucoup plus marquées. Et ça, c'est quelque chose que l'on trouve également dans tous les tableaux, y compris jeunes. Y compris jeunes. Jeunes et plus âgés. Jeunes, alors surtout plus âgés. Pourquoi? Parce que jeune, il était très maigre. C'est un homme qui manquait quand même d'argent. C'est un homme qui s'est beaucoup instruit, qui a une famille qui n'était pas si aisée, avec des enfants nombreux dont le papa est mort assez jeune. Donc, c'est pas quelqu'un qui était dans la fanfaronnade, ou dans les francs-fonuches, ou dans les festivités, ou tout ce que l'on veut. Il faisait avec ce qu'il avait. Et souvent, les personnes jeunes aussi sont assez fines, c'est assez fréquent. Donc, en vieillissant, on s'empâte, comme tout le monde, même si il était souvent à cheval. Et surtout, dans ces géoles, que ce soit Sainte-Hélène ou l'île d'Elbe, où il a été enfermé. Donc forcément, on s'empâte et donc on prend du poids et on prend de l'embonpoint, ce qui est logique. Donc là, c'est là où on voit plus de fait ces pommettes qui ont un petit peu plus, sont un peu plus saillantes, dans la mesure où le visage, je réitère, il est allongé. Donc on voit que là aussi la chair, elle l'a laissé mettre en avant cela. Ici, on les voit quasiment pas. On voit un os de ce côté-là, en effet. Le visage est plus large. De l'orbite. Oui. Celui-là est plus allongé, on est d'accord. Alors, ce que j'allais y revenir aussi, lui, il est nettement plus allongé. La bouche est ouverte aussi, ce qui est assez surprenant, alors que là, elle est complètement plutôt figée et scellée. Et il a un front qui est extrêmement proéminent. Et ça, lui, c'est pas son cas.
Là, la bouche est pincée. Là, elle est très pincée. Alors, ce qui peut se justifier par des crispations post-mortem. Il peut y avoir plusieurs explications. Je ne les ai pas suffisamment par rapport. C'est les légistes qui savent mieux parler de cela. Donc, en fait, cette bouche fermée peut apporter un ensemble d'éléments, ou peut-être tout simplement que naturellement, elle a pu se fermer aussi comme ça, ou qu'elle a déjà été fermée. Puisqu'on ferme aussi la bouche des morts, peut-être pour X et Y raison, je n'ai pas d'explication là-dessus. En tout cas, celle-ci, elle est ouverte, et ce qui est assez courant aussi chez un défunt. Il y a une explication historique. Toi, tu en as une, vas-y. Oui. C'est qu'aussitôt après la mort de Napoléon, on a installé une mentonnière, justement pour maintenir la bouche fermée. Et manifestement, ils y sont parvenus, puisque lorsque le masque a été pris, eh bien, la mâchoire a été contractée, a été fermée, ce qui n'est pas le cas de l'autre masque, effectivement. Oui. Donc ce qui est une preuve d'authenticité. Voilà, exactement, je ne le connaissais pas. C'est une autre preuve, en effet, qui met en avant que c'est forcément le masque de Napoléon, puisque le mentonnière, ce n'est pas le genre de choses courantes qu'on a. Je ne connaissais pas. Ils ont fait ça pourquoi? Pour la physionomie? Pour éviter, effectivement, que la bouche reste ouverte. C'est uniquement pour ça? Essentiellement. Ok, très bien. Tout à fait. Alors, il y a quand même aussi un retrait du menton post-mortem, malgré tout, qui part plutôt en arrière, ce qui explique qu'on fasse l'objection que le menton de l'autre masque soit presque aussi développé que celui de Napoléon. Mais on voit bien qu'il a un menton quand même proéminent et marqué. Bien entendu. On voit bien l'entrelèvre et l'entrementon qui sont bien marqués, presque plus que l'autre. Il est plus arrondi que l'autre, ce que l'on trouve également sur toutes les peintures. Ce genre de faciès, on le trouve partout. Le nez aussi est très différent en termes et d'arête et de forme. Et il est moins prononcé, il est moins épaté et il est moins, je dirais, gros ou grand par rapport au visage de l'autre côté. Et c'est pareil, c'est ce genre de nez que l'on voit aussi sur toutes les toiles. Les yeux. Alors les yeux, là, il y a un truc qui est plus que marquant, qu'on ne voit pas trop bien sur ce masque, mais que l'on voit plus sur d'autres images du masque endomarqué. C'est que les sourcils sont tombants et le bout des yeux sont tombants. Et c'est absolument pas le cas sur Napoléon, où il a les sourcils légèrement arrondis, voire presque droits de ce côté-là, légèrement, et ça retombe légèrement sur le côté comme pratiquement tout le monde, et des yeux plutôt droits. Et ça aussi, on le voit sur tous les masques. Et ils sont beaucoup plus grands plus ronds, pardon, que de ce côté-ci, où Juriter, c'est tombant. Sur aucune toile, on ne voit des yeux tombants de Napoléon. Donc là, c'est extrêmement marquant. C'est qu'en fait, il y a plusieurs points qui sont incontestables entre les pommettes, le menton, la forme du nez, même les lèvres qui sont très fines et pincées. C'était quelqu'un d'anxieux, d'angoissé. Et il avait souvent la mâchoire crispée, il était assez colérique aussi. Et donc, il n'avait pas une bouche extrêmement développée, ce qui est plutôt le cas de l'autre côté. En tout cas, pour la lèvre inférieure. Et alors, après, est-ce que d'avoir mis le truc du menton, ça n'a pas fait rentrer un peu plus sa lèvre? C'est possible aussi, c'est à voir. Mais en tout cas, c'était quelqu'un qui était toujours tendu, quand même, qui était quand même à fond. Il dormait 4 heures par nuit. Enfin, c'était un ultra dynamique. Donc, il était forcément un petit peu nerveux, un peu tendu, et ce qui se voit aussi au niveau ce qui peut permettre aussi au niveau des mâchoires, de les avoir un peu plus crispées. Même après sa mort, il y a des choses quand même qui restent musculairement, surtout si on l'a maintenu, le menton. Les techniques de thanatopracteur à l'époque étaient différentes. Je ne les ai pas étudiées, je ne saurais te dire. Elles étaient certainement différentes, bien évidemment, puisque ça a beaucoup évolué. Par contre, est-ce qu'aujourd'hui on fait des masques mortuaires? Je n'en suis pas certaine. Voilà, donc ça, ce sont les éléments. On voit aussi les orbites, hein. On voit ce qui donne une forme des yeux quand même beaucoup plus rond, beaucoup plus étiré sur le côté. On y voit aussi, tu vois, sur cette partie-là, qui est vraiment, qui met en avant cet œil grand quand même, cet œil qui est effilé, qui est assez droit en fait, qui est assez plutôt sur une zone horizontale, alors que là, c'est des yeux plutôt pleureurs avec des sourcils pleureurs, qui soit moins sur ce masque-là que sur d'autres photos. C'est marrant, il est moins précis celui-ci pour ça. Autre élément aussi sur ce masque-là, on voit des joues extrêmement creusées, donc ce qui met en avant une personne qui n'avait pas vraiment d'embonpoint, qui était une personne plutôt assez fine, ou en tout cas pas suffisamment forte pour mettre en avant un côté un petit peu plus graisseux que l'on voit sur les côtés.
que l'on ne voit pas ici. Oui, alors ça, si je peux me permettre, c'est pour effectivement souligner encore le fait que Napoléon soit mort d'un cancer, maigre, quasiment décharné. C'est la fable qui a été transmise par les Anglais et Antomarchi pour expliquer effectivement que l'état du corps et du visage démontrait qu'il était bien mort d'un cancer. Mais précisément, ça n'est pas le cas, parce que selon même certains témoignages, même de chirurgiens anglais, Napoléon est mort gros et gras. Il avait plusieurs centimètres de graisse au niveau de l'abdomen. Et problème, eh bien, on ne meurt pas d'un cancer de l'estomac gros et gras. Alors, ultérieurement, effectivement, ça peut conduire à un amaigrissement et à la mort, bien entendu, mais ça n'a pas été le cas de Napoléon le 5 mai 1821. D'accord. Voilà, c'est pour ça que ça ne matche pas non plus. Autre élément aussi, ici, il est nettement moins marqué. Au niveau de juste au-dessus des sourcils, l'entre-sourcil et de ce côté-là, on voit que c'est beaucoup plus bombé. Et ce qui ramène aussi à ce front qui est très bombé, que l'on n'a pas ici, comme j'ai dit tout à l'heure. C'est un front très étroit. Et étroit et bombé en même temps, enfin, il est assez relevé par rapport à celui-ci. Bon, on n'a pas le bout du masque aussi en même temps. Plusieurs rides également qui apparaissent sur ce masque, c'est quand même assez rare. Il est beaucoup plus fourni celui-ci que de l'autre côté. Il est extrêmement riche en détail, en indications, exactement, en signes, on appelle ça des signes dans notre métier, que l'on a de l'autre côté. Et donc ces indicateurs aussi marquent un peu l'espace du temps, malgré que encore une fois que le visage soit retombé sur les côtés suite au décès. On voit quand même des indicateurs du temps et ce côté anxieux très marqué par le front au niveau des rides. Voilà. En gros, tous les éléments avec des signes... Il y a une cicatrice, non, là? Alors, oui, ou une trace. C'est difficile. 200 ans. Hein. 200 ans quand même. Donc, sur des tableaux, il y a effectivement une espèce d'anfractuosité qu'on distingue plus ou moins de ce côté. Et ce qui avait pu nous faire dire à un moment donné, effectivement, qu'il y avait une cicatrice sur le visage de Napoléon. On ne sait pas trop à quoi l'attribuer. Même le professeur Lecoq n'a pas été affirmatif à ce sujet. Moi, je ne rentre pas dans ce genre de sujet parce que je considère que ça a 200 ans, il faut en tenir compte. Et il y a des éléments qui sont probants, des signes qui sont vraiment très pertinents, alors que d'autres méritent que l'on se penche un peu plus sur le sujet et je ne m'avancerai pas, faute d'avoir suffisamment d'éléments. D'accord. Voilà globalement, en tout cas. Pardon ? Prudence oblige. Oui, oui, surtout dans ce métier. Et voilà, concrètement, les similitudes sont très minces sur le masque Antomarchi avec des tableaux de Napoléon ou des sculptures de Napoléon. Quel que soit l'âge, on n'a pour ainsi dire rien qui vraiment met en avant qu'il y a une ressemblance. Alors que de l'autre côté, ça matche complètement aussi, tout comme le rapport de Lecoq sur l'ADN. Pourquoi ce mensonge ou travestissement? Bruno a expliqué tout à l'heure toutes les raisons, je dirais, historiques et politiques. Je ne sais pas, je pense qu'on a... Essentiellement dans un but de propagande. Les compagnons ont jugé que le résultat qu'ils avaient obtenu tardivement, parce que le masque a été fait 48 heures quasiment après le décès de Napoléon, le temps de trouver le plâtre adéquat à Sainte-Hélène, et ils ont considéré que le résultat ne correspondait pas à l'image du premier consul que Napoléon avait sur son lit de mort. Et donc ils ont estimé que ce n'était pas un symbole adéquat pour la postérité. Ils ont préféré fabriquer une autre physionomie à Napoléon pour entrer dans la légende. Donc c'est uniquement cette raison, selon vous, il n'y en a pas d'autre? Au départ, incontestablement. Mais depuis, j'ai constaté une chose à la sortie de mon livre. J'avais un éditeur qui devait publier ce livre et toutes les autres à suivre sur le profilage historique. Et on avait parlé d'éventuellement faire une préface par Jean Tullard, qui est à la Fondation Napoléon, comme un grand historien. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce qu'il a fait, mais du jour au lendemain, il a dit « je ne publie plus ». Donc moi j'ai quand même publié parce qu'on a fait un travail, parce que je soutiens Bruno beaucoup plus depuis cette époque-là, du reste, parce que j'aime beaucoup ce qu'il a fait. Et j'ai dit, tant pis, je publierai ailleurs, autrement, d'une autre manière. Mais il est vrai qu'on constate qu'il y a certaines choses qui ne sont pas, comment dire,
pour une scientifique comme je suis, moi, parce que bon, je me présenterai dans une autre émission, pour la scientifique que je suis, il faut accepter toutes les versions à partir du moment où il y a des éléments et s'y pencher, en considérant que personne ne détient la vérité. Et on constate en effet que dans ce pays, en tout cas, et pas que, il y a un discours unique qui doit être parfaitement huilé et parfaitement véhiculé, sans autoriser à prendre conscience qu'il y a d'autres possibilités, et que même moi, ce que j'ai découvert peut voir encore autre chose. Je réitère, personne ne détient la vérité. Toujours est-il, c'est que le profilage au CVX de l'histoire va permettre de rétablir aussi beaucoup de vérité. C'est que si les gens se rendent compte qu'on peut profiler énormément de choses pour voir si historiquement ça tient la route ou pas, si des musées m'appelaient, est-ce que c'est bien, par exemple, la Joconde, on en a beaucoup parlé, est-ce que c'est bien tel tableau? Est-ce que vous pouvez me raconter cette histoire? On m'a déjà demandé, dans des familles, de reconstruire un petit peu l'histoire de personnes défuntes. Eh bien, on aurait d'autres versions qui nous permettraient peut-être de découvrir encore d'autres choses. Ça ne fera qu'émuler. Or là, on tourne en rond sur des discours huilés qui datent depuis de nombreuses années, des discours qui sont, comment dire... convenu. Oui, convenu, voilà, merci. Voilà, dogmatique aussi, Mm-hmm. oui, je suis tout à fait d'accord. Je cherchais les mots justement, merci à vous deux. Académique. Exactement, très académique, mais quelque chose qui a été vraiment voulu, programmé, de façon à ce qu'on n'ait que cette version-là, la version qu'ils ont décidé de nous donner. Et c'est pas comme ça que ça fonctionne, ni au niveau de l'histoire, ni au niveau de la science. L'histoire, ça fait partie d'une science aussi, puisqu'on est toujours en train de chercher, on découvre des tas de choses. Notez que depuis quelque temps, depuis 2 ou 3 quinquennats, on a tendance à mettre sur le dos de Napoléon des tas de choses qui sont absolument fausses. Donc la question, c'est pourquoi? Il serait intéressant de savoir pourquoi. J'ai mon idée, je pense que Bruno aussi, mais en tout cas, et subitement, on trouve des soi-disant preuves ou je sais pas quoi pour quelqu'un qui est considéré dans le monde entier comme un des plus grands hommes. Vous avez des pistes à savoir? Quelle piste? De cette distorsion de la réalité, les raisons de cette distorsion depuis quelques quinquennats? Je pense qu'en fait, l'idée, c'est de ne pas créer de leader ou de sauveur, de ne pas se rattacher, ça c'est mon analyse, à quelqu'un qui est brillant, à quelqu'un qui a fait d'énormément de choses, et pas qu'en France, hein, puisqu'il est adulé dans beaucoup de pays pour tout ce qu'il a apporté avec les siens. Hein. Par exemple, la campagne d'Égypte, il ne partait pas tout seul, hein, il y avait au moins 3 bateaux avec, je crois, 161 personnes à bord, mathématiciens, physiciens, scientifiques divers et variés, créateurs de crayons comptés, par exemple, tous ces gens-là. Et il a rétabli, par exemple, le nilomètre. Il a fait plein de choses, hein, en fait. Je prends juste cet exemple, il suffit de s'instruire. Le problème en France aussi, c'est qu'on a beaucoup de mal à s'instruire, on a beaucoup de mal à apprendre. On est un peuple très assisté et trop assisté, qui s'assoit sur des choses qu'ils lisent à droite, à gauche, en se disant, puisque c'est populaire, c'est forcément bien. Eh bien non, ça ne fonctionne plus du tout comme ça. Donc je pense que Napoléon étant un des plus grands hommes que nous ayons eus, à mon avis, il voulait peut-être plus lui donner cette image-là. Et son côté conquérant dérange peut-être aujourd'hui? Était-il vraiment conquérant? C'est la question. Moi, je ne crois pas que c'était un conquérant. Polémique. D'accord, c'est une question. Je pense qu'il était tout simplement, il a répondu à un appel de guerre, on était déjà en guerre. D'accord. Ça a été très à la mode d'assimiler, après la Deuxième Guerre mondiale, ça a été très à la mode d'assimiler Napoléon à Hitler, bien entendu. Oui, d'accord. C'est une grave erreur. C'est même pas une erreur, c'est une faute. Oui, c'est absolument impossible. C'est faux en fait, historiquement. Il n'y a aucune comparaison possible. Ah non. J'ai une dernière question sur ce masque. Qui est-il, cet homme? Alors, c'est une bonne question, difficile d'y répondre. Pour moi, qui ai fait une enquête ensuite dans le cadre des mystères de Sainte-Hélène, à mon point de vue, il s'agit de Cipriani, qui était le Corse auprès de Napoléon, le Corse fidèle, et qui l'a accompagné à Sainte-Hélène, qui est mort très étrangement 3 ans auparavant, soudainement, soi-disant d'une péritonite. On peut supposer aussi qu'il aurait été empoisonné, difficile de répondre. Et alors, la difficulté, c'est qu'on n'a aucun portrait de Cipriani, sauf, évidemment, une caricature qui laisse penser qu'il s'agit bien de Cipriani.
Alors, Et de fait, c'est pourquoi je n'ai pas pu travailler dessus, parce que c'était trop léger pour pouvoir il faut répondre à retomber l'attente aussi de Bruno. sur cette caricature. Pardonnez-moi parce que je ne la retrouve pas. Voilà. Alors ici, vous avez la caricature de Cipriani. Alors ça a été contesté parce que dans les documents sur certains des documents historiques, il est mentionné qu'il s'agit du général Gourgaud, un des compagnons de Napoléon. Sauf que le général Gourgaud avait des favoris, donc là le personnage n'en a pas. Ses sourcils n'avaient pas cette taille et surtout le nez n'était pas du tout allongé comme ce personnage. Et si vous faites une comparaison entre la caricature et puis le profil du masque Antomarchi, vous apercevez quand même qu'il y a des choses qui correspondent. Et ce qui m'a fait dire qu'il s'agissait bien du visage de Cipriani qui avait servi pour inventer en quelque sorte un nouveau Napoléon. C'est vrai qu'il fallait trouver un faciès qui soit proche d'un menton avancé, parce que c'est quand même assez courant aussi chez les Corses, avec un nez assez avancé aussi, et qu'il ferait la bonne cause. Maintenant, je réitère, j'ai pas voulu m'avancer sur ce terrain n'ayant que cette caricature. Très bien. Mais ça paraît bien étudié. Concernant le tombeau de Napoléon, vous avez des choses à nous dire? Alors, c'est aussi, au-delà de l'affaire du masque mortuaire, la question qui se pose, c'est de savoir effectivement si c'est bien Napoléon qu'on a ramené de Sainte-Hélène en 1840. Et ce qui m'a posé question, c'est que lorsqu'on voit les témoignages de ceux qui ont assisté à l'exhumation le 15 octobre 1840, eh bien, ils disent tous à peu près la même chose, c'est-à-dire que le visage qui leur apparaît, c'est celui du masque mortuaire. On a le général Gourgaud, on a Saint-Denis qui le disent formellement. Or, le masque mortuaire connu dans le public et auquel ils font allusion, eh bien, c'est le masque Antomarchi. Et dans ce cas-là, si effectivement l'exhumé de 1840 avait bien ce visage, eh bien, nous ne sommes pas en présence de Napoléon. C'est évident. Alors après, il y a des tas d'autres détails qui me font penser qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé entre 1821 et 1840, mais c'est une autre affaire qui mériterait de plus ample développement. Vous aviez demandé une analyse ADN? Nous avons demandé une analyse ADN qui a été refusée à l'époque par les autorités et en fait qui ont botté en touche en indiquant que c'était aux descendants de Napoléon de prendre la décision. Et à ce moment-là, on s'est aperçu en réalité que la République écartait la dynastie officielle des Bonaparte, puisque c'est eux-mêmes qui avaient fait cette demande, qui avaient repris mes arguments en quelque sorte. Et la réponse a été « Ah mais non, vous êtes des collatéraux, vous descendez du roi Jérôme, le jeune frère de Napoléon, donc vous n'êtes pas en droit de le faire. Ce sont les descendants naturels de Napoléon qui peuvent présenter cette demande. » Et effectivement, tous les descendants, y compris ceux qui descendent de Napoléon par les femmes. Si bien qu'actuellement, vous avez plus d'une centaine de descendants vivants de Napoléon. Et évidemment, obtenir l'unanimité pour faire une analyse, c'est impossible. Et ça arrange bien, si j'ose dire, les autorités. D'accord. Et ce masque qui est plus réaliste et que vous tenez pour vrai, authentique, vous l'aviez trouvé où? Alors, c'est tout à fait incidemment, l'année dernière, que j'ai appris qu'il était en vente par le cabinet au Sénat à Fontainebleau, et je m'y suis précipité en espérant emporter les enchères. Je n'avais pas été prévenu par le précédent propriétaire, qui pourtant, dont le père, qui était lui le vrai propriétaire au départ, et qui est décédé aujourd'hui, m'avait toujours tenu au courant de ces démarches. Donc, c'est avec bonheur que j'ai pu emporter les enchères à Fontainebleau et ramener avec moi le masque véritable de Napoléon. Parfait. Qu'on a partagé. Le bonheur, on l'a partagé. C'était une grande joie quand j'ai appris ça. Je vous comprends. Et maintenant, je vous laisse conclure
sur cette grande affaire du masque mortuaire, l'un et l'autre? Alors, si je peux dire quelque chose de plus, c'est que ça me paraît un devoir de vérité de rétablir les faits et puis surtout de mettre de côté définitivement l'image qui a été fabriquée de Napoléon, qui très certainement correspond à celle de son valet Cipriani, bien qu'il soit corse, il n'y a rien à dire là-dessus, mais ça n'est pas la véritable physionomie de l'empereur. Et donc, au-delà de ceux qui pourraient considérer que ce masque ne représente pas la majesté impériale, je crois qu'il faut maintenant imposer la vérité et pour avoir sa véritable image à l'esprit. Toutes les vérités sont bonnes à dire. Toutes les vérités sont bonnes à dire, naturellement. Qu'en pensez-vous, Nadine Touzeau? Moi, je pense en effet que je rebondis sur ce que dit Bruno. Je suis tout à fait d'accord avec lui et je pense que toutes les bonnes œuvres qui peuvent soutenir ce combat seraient une très très bonne chose parce que c'est une porte ouverte à toute l'histoire, que ce soit Napoléon ou autre personnage, autre situation ou contexte, de façon à remettre en cause simplement ce qui s'est passé, que ce soit vrai ou pas, mais simplement laisser des personnes qui travaillent dessus de dire j'ai découvert ceci, j'ai découvert cela, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et on peut rajouter le profilage, puisque lui, je pense que vous l'avez vu, apporte une autre pertinence par rapport au débat, de façon à ce qu'on réponde à cette quête de vérité, qui est une vraie quête de vérité demandée de nos jours. C'est de plus en plus présent chez les gens et dans les esprits, donc on a besoin de soutien, on a besoin même d'aide, je peux dire qu'on peut dire d'avoir des aides de personnes qui peuvent nous soutenir d'une manière ou d'une autre pour véhiculer ces messages, parce que ça, ajouté à d'autres éléments où on peut reconstruire une sorte de vérité, en tout cas ce qu'on soit au plus proche de la vérité, parce que c'est clair que ce masque est forcément celui de Napoléon, ça c'est évident. Façon aussi de ne pas manipuler l'opinion et de ne pas manipuler les autres découvertes de l'histoire après, parce qu'ils vont se baser sur des éléments qui sont tronqués, alors que s'ils se basent sur des éléments concrets et tangibles, on avance davantage et on découvre encore plus. Ça émule, c'est quelque chose de beaucoup plus positif. Là, on est bloqué quelque part. On a besoin de vous.